Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. L'observation graphologique, pression, trait, rythme, forme. La pression se joue entre l'écrasement et la caresse. R. Oliveau. La pression. L'enfant qui, armé d'un crayon et d'un papier, se livre avec frénésie au plaisir de gribouiller découvre en lui une énergie encore indifférenciée qui ne demande qu'à se libérer. Il défoule avec jubilation ses émotions de joie ou de peur. Aucune forme apprise, aucune éducation, aucune contrainte n'intervient. La trace sur le papier est une expression libre de l'énergie que l'enfant a en lui, de sa réserve de vie. Par la suite, l'éducation, les lois sociales et morales viendront canaliser, domestiquer les forces de l'enfant pour les mettre au service d'un but à atteindre. La personnalité naissante aura à se construire à partir d'un potentiel vital fondamental et d'une règle du jeu, imposée, qui viendra brimer sa plénitude de vie, limiter ses explosions, voire s'opposer à elles, mobilisant ainsi l'agressivité et la peur. R. Oliveau écrit que dans le gribouillis l'enfant donne la vraie mesure de son énergie. La pression apparaît comme la toute première manifestation graphique, matière du trait elle est, avant que la forme ne soit encore. Avec son évolution intellectuelle, sociale et morale, l'individu se verra imposer des règlements à respecter. Son acte graphique s'habillera dans une forme et s'écoulera dans un but suivant un certain rythme. La pression initialement présente chez le petit enfant engendrera la forme et le rythme de l'écriture. L'individu doit se développer dans une société. Pour pouvoir y vivre, il doit satisfaire aux exigences d'un certain nombre de règles collectives nécessaires à l'existence. L'individu aura à concilier son intensité de vie, son énergie psychique et ses ressources inconscientes avec les inévitables limitations, sans lesquelles aucune réalisation n'est possible. L'énergie d'un torrent ne peut être utilisée que domptée. Un individu qui se sent brimé, entravé, limité par toutes sortes de réglementations rigides, subissant ainsi le triomphe d'une morale qui l'oblige à refouler une partie de son énergie psychique, s'avance dans la vie corseté dans ses principes et luttant contre l'anxiété dans une activité plus ou moins compulsive. La pression de son écriture détermine des formes contraintes, raidies et un rythme tendu et inhibé. Si au contraire, un individu ressent une parfaite impuissance envers ses forces inconscientes, il peut s'abandonner à l'angoisse et se laisser porter par les événements. La pression de son écriture donne alors naissance à des formes molles, au rythme sans tension, sans tonus, sans vie. Si un être humain, dans la visée d'un but qui le dépasse, est parvenu à mobiliser toute son énergie psychique, en la transformant peut-être, mais en respectant les impératifs de la société et de la morale, alors son conscient et son inconscient, si souvent en contradiction, s'unissent dans une nouvelle orientation, une nouvelle harmonie où l'individu trouve un sentiment de plénitude. Cet être humain a réalisé l'individuation de Jung, c'est-à-dire la découverte du soi. En lui appliquant une très belle formule de François Mauriac, nous dirons qu'il est devenu, ce saint, différent de tous les autres saints, qui a pu être créé avec le meilleur et le pire de lui-même. La trace graphique laissée par la pression exercée sur le papier est le flux vital, vibrant, rebondissant, élastique, qui soulève de vie les formes apprises de l'écriture. Clash qualifie de rythmer une telle écriture. Le trait. La pression ou force graphique du scripteur s'exerce par l'intermédiaire de la plume. Comme le remarque Pulver, une composante de cette force sert à enfoncer la plume dans le papier, l'autre composante étant la force de saisie de l'appareil scriptural, laquelle force exprime la tension intérieure du scripteur. La première composante donne à l'écriture une troisième dimension. Elle traduit la libido jungienne, c'est-à-dire la vitalité, le dynamisme instinctif, les forces créatives physiques et spirituelles, les forces de conviction et d'affirmation personnelle, la violence affective. La pression traduit aussi l'importance de la résistance surmontée. Cette résistance peut dépasser les forces de l'individu, ralentir son action, l'oppresser, l'inhiber. Ni l'une ni l'autre de ces forces ne peut être mesurée par le graphologue, qui examine un document écrit. Seul reste le trait, témoin durable de cette pression qui s'est exercée dans le passé. De l'examen du trait, le graphologue devra déduire l'intensité de la pression. La force de saisie est responsable de la tension du trait. La pression d'enfoncement dans le papier s'appréciera par l'étude de la qualité et de la patosité du trait.
La conduite du trait renseignera sur la façon dont la libido est utilisée. Le trait est le matériau vivant dont nous tricotons notre écriture. Il est aussi caractéristique d'un individu que ses empreintes digitales. Le trait est l'essence de l'être, écrit Edgar, qui explique d'autre part que le trait est déterminé par les couches les plus profondes de notre personnalité, et que de toutes les parties de l'écriture c'est la seule qui échappe à l'image directrice, l'Etibild, de Clage. Le trait est un cours d'eau qui s'écoule entre ses berges. Comment est-il canalisé? Est-il vif? Est-il au contraire engorgé de scories? Comment l'énergie de cette eau est-elle utilisée? Le trait est un écoulement de sang à travers un vaisseau. Les parois sont-elles en bon état? Le sang est-il bien coloré? Bien vivant? Est-il au contraire délavé et dévitalisé? Stagne-t-il? Ou bien joue-t-il vraiment son rôle de transporteur de vie? Le trait est une donnée constitutionnelle de l'individu, c'est le matériau énergétique de base qui lui est spécifique. L'étude du trait, primordiale dans toute étude approfondie de la personnalité, est indispensable dans le domaine de la psychopathologie, parce qu'il exprime les exigences pulsionnelles des structures mentales et corporelles, et contribue pour une part majeure à livrer la clé de la structure de la personnalité. L'observation graphologique. L'étude du trait est indissociable de celle des autres particularités de l'écriture. Nous étudions l'écriture sous le triple aspect du trait, du rythme, de la forme. Cette méthode correspond à un regroupement des genres jaminiens. Le trait. La présente étude sur le trait vient reprendre et compléter l'étude de la pression faite par Crépieux-Jamin. La terminologie jaminienne a été appliquée au trait, et non plus à l'écriture. Les interprétations correspondantes ont été adaptées. Analyser le trait revient à étudier la pression de Crépieux-Jamin, en ajoutant des observations complémentaires. Le rythme. Pour tout graphologue, le terme rythme évoque Ludwig Clage, qui le définit comme une sorte de retour périodique, mais non identique des gestes scripturaux. C'est une continuité d'alternance variée et grâce à cela vivante par opposition à la cadence métrique, tact, qui est une répétition identique, quasi mécanisée. L'écriture désignale méthodiquement des graphologues italiens de l'école du père Moretti est sensiblement l'écriture rythmée de Clage. Les graphologues allemands, envisageant depuis ces grosses l'écriture sous les trois aspects du mouvement, de la forme et de la répartition spatiale, distinguent un rythme du mouvement, un rythme de la création de la forme et un rythme de répartition spatiale, trois composantes dont l'ensemble constitue le rythme de l'écriture. Notons au passage que d'autres auteurs emploient le terme rythme dans une autre acception. Par exemple chez Léon Bourdelle, rythme est l'équivalent de la cadence métrique chez Clage. Nous prendrons dans ce qui suit le terme rythme, dans un sens un peu plus général que Clage, y verrons l'ensemble de la dynamique du geste, le rôle joué par le facteur temps dans la genèse de la trace graphique. L'analyse du rythme de l'écriture recouvre l'étude des genres jaminiens vitesse, direction, continuité. Nous y ajoutons l'étude du rythme des blancs et des noirs, qui exprime le rôle de l'inconscient, richesse ou perturbation au cours de l'action. La vitesse de l'écriture, différente de la vitesse du trait, est intimement liée aux inhibitions parce que celles-ci freinent le mouvement. La ligne théorique que devrait suivre le tracé symbolisant la ligne de vie intérieure, la direction de l'écriture et son degré de régularité expriment comment la volonté s'exerce et se trouve entravée par les pulsions profondes. Dans la continuité jaminienne se trouve étudiée la régularité, le degré de liaison, le retour rythmique des gestes. La plus ou moins grande régularité résulte de la lutte entre l'affectivité et la volonté, qui cherche à les maîtriser. Le degré de liaison et sa forme, que Crépieux-Jamin ne classe pas dans la continuité mais que nous observons en étudiant le rythme de l'écriture, caractérise la manière dont le sujet adapte ou n'adapte pas sa conduite et son action à la vie sociale, aux problèmes matériels ou intellectuels. Le rythme de l'écriture exprime comment le sujet utilise son potentiel donné par le trait, comment il maîtrise ses inhibitions, comment il adapte son action aux circonstances. Étudier le rythme de l'écriture, c'est étudier l'équilibre de la personnalité dans sa façon d'exploiter ses réserves de force et de richesse. La forme. Pour nous, étudier la forme de l'écriture, c'est la considérer en tant que dessin du tracé. L'écriture donne une image,
un tout composé d'une façon plus ou moins esthétique, destinée à l'œil d'un lecteur. Cette forme est choisie en partie par l'image anticipatrice, c'est-à-dire que le sujet choisit un style pour créer une certaine impression. Cette forme traduit en symbole la puissance des images archétypiques qui œuvrent avec plus ou moins d'équilibre et d'harmonie dans les profondeurs de la psyché, en particulier des archétypes père et mère. Cette forme est donc en relation évidente avec le symbolisme spatial, symbolisme de la droite, de la gauche, du haut, du bas, symbolisme des différentes parties de la lettre, de la ligne, de la page écrite, symbolisme de la courbe, de la droite. Cette forme est étroitement liée à l'équilibre de l'individu. La forme, ainsi définie comme un tout présent statique et construit à l'intérieur d'une page blanche, englobe évidemment la forme jaminienne, mais aussi l'ordonnance, l'inclinaison, la dimension. L'ordonnance exprime comment le sujet se situe dans son cadre de vie. La dimension traduit l'importance du sentiment qu'il a de lui-même, par opposition au sentiment qu'il a de l'existence des autres. Par l'inclinaison, on peut apprécier dans quelle mesure le sujet accepte, écriture inclinée, ou refuse, écriture renversée, la loi des autres. La forme que nous avons ainsi définie exprime comment le moi se situe dans le monde social, dans le monde des objets, dans le monde des idées, comment il s'affirme, quelles sont ses prises de position, ses modes d'adaptation et de communication. Trait, rythme, forme. Le potentiel de vie, le trait et la façon dont il est utilisé, le rythme, donnent comme résultat l'attitude visible du moi plus ou moins maturé, équilibré, présent au monde, la forme. La texture du trait ne peut être dissociée de la façon dont celui-ci est conduit. Le trait exige un rythme au sens où nous prenons ce terme, une dynamique personnelle du tracé, une organisation des forces permettant l'utilisation du potentiel individuel. Y a-t-il libération? Accumulation? Le rythme doit être conforme au type constitutionnel auquel le trait appartient. Il doit y avoir également harmonie entre le trait et ta forme, ce qui donne les prises de position et l'adaptation du moi présent à la vie. C'est dans les contradictions de rythme et de forme avec le trait que nous trouverons une raison du manque d'unité de la personnalité. Dans le tableau qui suit, nous avons classé les genres jaminiens à l'intérieur de la classification TRAITRYTHMEFORME, qui vient d'être définie et expliquée. Conclusion, but et plan du livre. L'étude du trait a été conduite par l'équipe de graphométrie de Sals, Jacques Sals, Marie-Thérèse Prenat, Fanchette Lefébure, qui a pris en France le relais de la graphométrie de l'américaine Thea Stein-Lewinson. Le point de départ de ces études est la théorie clagésienne de la libération-résistance. Nous expliquerons succinctement dans les chapitres suivants comment a travaillé l'équipe de Sals. Nous livrerons les résultats de l'étude du trait, validée par la graphométrie. Un chapitre sera consacré à Égard dont l'étude du trait est désormais classique, mais qu'il paraît difficile de ne pas rappeler, au moins brièvement, dans un ouvrage consacré au trait. Un chapitre donnera un aperçu des théories de l'allemand Popal sur la tension du trait, et de la théorie du rythme fondamental, de l'autrichienne Rhoda Wieser. La deuxième partie du présent travail sera consacrée au trait dans les différentes typologies et dans la psychologie de Zondi. La pathologie du trait sera également abordée. Ce livre a pour propos d'être un instrument de travail destiné aux graphologues débutants et aux graphologues confirmés. Nous voudrions aider le graphologue à percevoir avec acuité, au-delà de la trace d'encre objectivement inerte laissée sur le papier, la vie de celui qui l'a tracé, avec ses richesses et son rythme propre. Le trait doit être ressenti comme un être vivant. 2. Graphométrie. Pourquoi une graphométrie? Qu'est-ce qu'une graphométrie? La graphologie, bien que branche de la psychologie appliquée, a longtemps suscité de la part des psychologues une certaine méfiance. L'étude d'une écriture semblait faire un appel très grand à l'intuition du graphologue, à sa sensibilité personnelle, à son art d'interprétation, à son expérience, à sa façon propre de sentir les situations et de comprendre le mécanisme intérieur d'un être humain. L'analyse graphologique paraissait impliquer une divination particulière, éloignée de toute évaluation objective et scientifique. Les fondements de la graphologie, ces principes divers d'interprétation ne paraissaient pas reposer sur une justification scientifique sérieuse. À partir de la comparaison de très nombreuses écritures entre elles,
et de la comparaison de leurs scripteurs respectifs, Crépieux-Jamin a dressé un inventaire fouillé d'espèces graphiques et émis des hypothèses sur leur signification. Ces hypothèses étayent la graphologie classique, mais n'ont fait encore l'objet d'aucune vérification complète ni systématique. Clage et sa théorie de l'expression, Pulver et son symbolisme de l'espace ont apporté à la graphologie un support philosophique et symbolique très satisfaisant pour l'esprit, mais leurs théories n'ont pas davantage fait l'objet d'une vérification expérimentale méthodique et complète. La justification des principes d'interprétation de la graphologie est globale et a posteriori. Elle réside dans la vérité des études graphologiques réalisées. Encore faudrait-il préciser ce qu'est une étude juste. L'objet d'une graphométrie est de faire de la graphologie non plus un art, mais une science. Seule une évaluation quantitative des données de l'écriture permet de fonder comme science une approche psychologique intuitive. L'idée de départ est que l'écriture est le meilleur test projectif qui existe. La graphométrie se propose d'élaborer une méthode objective de dépouillement de ce test, méthode validée scientifiquement par comparaison à une population de référence et à des tests déjà reconnus. Dans l'étude graphométrique d'une écriture, l'élément subjectif de l'analyste est réduit considérablement, parce qu'il travaille sur des critères codifiés dont les résultats peuvent être introduits dans des études statistiques. La graphométrie se propose un double but: donner une base scientifique aux hypothèses d'examen et établir une technique permettant d'aboutir à des résultats constants. Il existe diverses écoles de graphométrie. En France, celle de Hélène de Gobineau et Roger Perron et de leurs successeurs, celle de T.H. Stein-Lewinson aux USA, enfin celle de Jacques Sals en France. L'hypothèse de départ de la graphométrie d'Hélène de Gobineau a été que les aspects spécifiquement enfantins de l'écriture sont remplacés, au fur et à mesure du développement psychique, par des aspects de plus en plus adultes. Cela amène à définir et à étudier 37 composantes enfantines et 31 composantes adultes, et à évaluer ainsi la maturité affective et intellectuelle d'un individu. H. de Gobineau étudie également d'autres composantes graphiques, permettant l'étude du comportement et de l'équilibre. Ces interprétations restent liées aux intuitions de la graphologie classique. Dans cette graphométrie, H. de Gobineau s'est attaché surtout à définir des critères de forme. L'étude de la pression est très succincte. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons exposer en quelques mots ce qu'est la graphométrie de T.H. Lewinson et ce qu'est la graphométrie de Jacques Sals qui s'en est initialement inspirée. Les interprétations concernant le trait présenté au chapitre 4, 5 et 6 du présent travail ont été validées par les travaux graphométriques de l'équipe de J. Sals. Graphométrie de Zubin et Lewinson. La graphologue T.H. Stein-Lewinson a conduit ses travaux aux États-Unis vers les années 1940. Elle partit de la théorie de l'expression de Clage. L'hypothèse initiale est que l'écriture est l'enregistrement d'un mouvement expressif de la personnalité, lequel peut être décomposé en 3 directions: la verticale, l'horizontale et la profondeur, qui correspond à la pression. Les propriétés dynamiques de ce mouvement sont chiffrables dans une échelle contraction-équilibre-détente à 7 échelons. Cette échelle, orientée du pôle plus de contraction au pôle de détente, est inspirée par l'opposition libération-résistance de Clage. Figure 1. Graphométrie de TLEWINSON, feuille de dépouillement. Lewinson et Zubin retiennent 21 éléments graphiques classés en 4 groupes. Le premier groupe détermine la composante formelle, le deuxième la composante verticale, le troisième la composante horizontale, le dernier la composante de profondeur. Chaque élément est gradué suivant les 7 échelons de l'échelle, en fonction de critères objectifs correspondant soit à une description, soit à une mesure. Chaque case de la feuille de dépouillement, dont un modèle est donné figure 1, est caractérisée par un élément donné et par un échelon. Chaque case est partagée en 4 parties. Le graphométricien assurera 0, 1, 2, 3 ou 4 parties suivant que l'écriture étudiée témoignera d'une présence nulle, faible, modérée, marquée ou dominante de lettres ayant le caractère définissant la case considérée. Les observations se font sur des lignes choisies au hasard respectivement au début, au milieu, à la fin de l'écrit. Exemple. Cette première ligne de la feuille de dépouillement signifie présence marquée de lettres très légèrement ornées,
plus 1, présence modérée de lettres légèrement ornées, plus 2, présence modérée de lettres normales, 0, présence faible de lettres très ornées, plus 3, ou simplifiées, 1, moins 2, présence nulle de lettres très simplifiées, 3. Pour un échelon donné, les nombres des cases hachurées sont additionnés globalement et par composante. Les chiffres obtenus sont traduits par règle de 3 en pourcentage. Ces derniers chiffres permettent de construire 5 courbes, une par composante plus une courbe globale. Les 5 courbes sont comparées aux courbes moyennes obtenues par l'étude des écritures d'une population d'adultes normaux, bien intégrés, prises comme référence. Les courbes de référence sont des courbes symétriques de forme gaussienne présentant un maximum pour l'échelon 0, qui correspond au point d'équilibre. La comparaison des courbes d'individus connus et des courbes de référence a permis de justifier globalement, pour chacune des composantes, les significations qui avaient été envisagées au départ lors du groupement des 21 éléments, en utilisant les interprétations de la graphologie classique. La composante formelle indique le fonctionnement de l'individu, ses performances. La composante verticale renseigne sur l'organisation rationnelle de l'individu, c'est-à-dire sur l'équilibre entre le domaine intellectuel et celui des émotions et des instincts. La composante horizontale représente la relation entre l'individu et son environnement. La courbe globale montre dans quelle mesure les forces et les faiblesses des différents aspects de la personnalité se compensent. T.H. Stein-Lewinson recherche en premier lieu le mode d'adaptation de l'individu à son cadre de vie. Dans cette graphométrie, la vitesse du tracé n'entre pas en considération. L'étude de la pression est faite dans le cadre de la composante de profondeur. Celle-ci porte surtout sur l'évaluation de la largeur du trait et sur la comparaison entre traits de pression et traits de coulée. Sur le plan de la rigueur scientifique, cette méthode, partant d'appréciation visuelle, présente des éléments de subjectivité. Graphométrie française de Jacques Sals. À partir des travaux de T.H. Stein-Lewinson, l'équipe Sals-Prenat, Lefébure a défini un affinement de la technique aux environs des années 60. Les critères de Lewinson ont été repensés dans le but d'introduire une plus grande rigueur scientifique. Les échelles contraction-équilibre détente à 7 graduations ont été conservées, ainsi que le principe de regroupement des éléments graphiques en composantes donnant lieu à des courbes de fréquence. L'analyse graphométrique de Sals est un dépouillement statistique des caractéristiques des lettres d'une page écrite. Elle se fait selon une méthode distributive à partir de pourcentages précis. L'analyse graphométrique conduit à la construction de 5 courbes de fréquence. Chaque courbe a une signification psychologique bien particulière et, par comparaison à une courbe type de référence, pourra faire l'objet d'une interprétation. L'analyse graphométrique porte sur l'examen de 20 éléments de l'écriture, répartis en 4 groupes de 5, définissant ainsi 4 composantes, voir la feuille de dépouillement figure 2. Chaque élément est gradué suivant les 7 échelons de l'échelle contraction-équilibre-détente en vertu d'un critère répondant soit à une mesure, soit à une description précise. À chaque élément correspond une ligne de la feuille de dépouillement, voir figure 2, et 7 cases. Dans chaque case, le graphométricien écrit un nombre compris entre 0 et 100, nombre représentant le pourcentage des lettres ou des mesures de l'échantillon statistique qui répondent aux critères précis de la case considérée. À l'intérieur d'un même échelon, les chiffres sont ajoutés par composante et globalement. Les totaux obtenus sont ramenés à des pourcentages qui permettent de construire 5 courbes de fréquence, dont une courbe globale. La première courbe est la courbe pulsionnelle, où s'inscrit le capital humain, sensorialité, énergie, résistance. Elle est obtenue par l'examen du trait, de sa largeur, de sa qualité, de ses bords, de son appui, de son emploi. La seconde courbe est la courbe rationnelle qui décrit l'intervention de la pensée dans le choix de la ligne de conduite. Elle correspond à l'étude des modifications de la forme par comparaison au modèle scolaire et à l'examen de la liaison, degré de liaison, liaison intra- et interlettres. Figure 2. Graphométrie de J. Sals, feuille de dépouillement. La troisième courbe est la courbe du moi intime. Sont étudiés pour la construire les rapports des hauteurs des 3 zones de l'écriture, les lignes dans leur direction, leurs espacements et la sinuosité de la ligne de base. La quatrième courbe représente le moi social. Ce moi s'étudie à partir de l'examen de l'espacement des lettres, des mots, du rapport largeur-hauteur des lettres,
de l'inclinaison et de la régularité de celle-ci. La courbe globale indique comment la personnalité fait la synthèse de ses propres possibilités, comment et dans quelle mesure elle parvient à compenser ses conflits intimes. Cette courbe globale permet d'évaluer le degré d'équilibre et d'intelligence opérationnelle. Les 5 courbes spécifiques d'un individu sont chacune comparées à une courbe type, la même pour les 5, prétracées sur la feuille de dépouillement, voire figure 2. La courbe type est une ligne brisée, symétrique autour de l'axe vertical d'abscisse 0, correspondant à la distribution statistique normale ou gaussienne. Suivant que les courbes individuelles seront plus ou moins éloignées de la courbe type, il sera possible de déceler le trait de caractère, la disposition psychologique qui bloque, gêne ou perturbe le développement normal de l'individu, et en même temps de voir quels sont les éléments solides et dynamiques sur lesquels il peut s'appuyer pour réussir son adaptation humaine et sociale. Le bien fondé des significations et des interprétations des différentes courbes résultant de l'étude graphométrique a été établi par la comparaison entre les courbes des sujets étudiés et la courbe type, qui est celle de la population de référence. Étude du trait dans la graphométrie française. Conclusion. L'approche graphométrique spécifique de Gissals a permis la justification statistique des significations des différents aspects du trait présentés au chapitre 4, 5, 6 du présent ouvrage. La recherche concernant le trait a été menée en même temps que l'étude de la composante pulsionnelle, à laquelle elle appartient. À côté d'aspects mesurables de l'écriture, le trait a pu être défini par des critères inspirés de la graphologie classique, exemple, trait pâteux, trait spasmodique, trait net, etc. Une partie du travail de recherche graphométrique a consisté à distribuer ces caractéristiques du trait dans les 7 échelons de la courbe pulsionnelle. Le lecteur trouvera au tableau I un résumé des significations générales des 7 échelons de l'échelle contraction, équilibre, détente. Le 0 correspond à la norme, c'est-à-dire à l'équilibre de normalité adaptatrice et non de normalité mentale. À gauche, les colonnes +1, +2, +3 vont vers la concentration. Elles correspondent à une maîtrise de plus en plus accentuée. À droite, les colonnes -1, -2, -3 vont vers l'expansion. L'adaptation empirique est de moins en moins soumise à la domination du conscient. Dans cette planche 2 à 3, ont également été regroupés les différents aspects du trait présentés au chapitre 4, 5, 6. Tableau I. Signification générale des 7 ECHELONS de l'échelle contraction-équilibre détente. Les résultats de l'étude graphométrique concernant le trait et exposés au chapitre suivant s'appliquent au trait tracé à la plume, ou à la rigueur au crayon. Nous dirons un mot, dans le chapitre 4 consacré à la qualité du trait, du cas particulier du stylo à billes et du feutre. Le trait doit être examiné avec un maximum de grossissement. L'œil nu ne suffit pas pour examiner le trait dans tous ses détails. En graphométrie, nous utilisons de petites loupes spéciales à très fort grossissement, permettant des mesures à 0,1 mm près et des observations fort nuancées. 3. Le trait selon Hegar. Objet de l'étude du trait de Hegar, fondement des interprétations. Les prédécesseurs de W. Hegar, M. Hartge, G. E. Magna, avaient abordé l'étude du trait d'un point de vue symbolique. Par exemple, la tension horizontale du trait n'est pas une tension physique réelle, mais une tension symbolisée par les caractéristiques du trait. Hegar désire laisser de côté dans l'observation du trait tout ce qui relève du symbole, parce que le symbole demande pour être perçu une sensibilité particulière de la part de l'observateur. D'une façon concrète et détaillée, nous chercherons à distinguer entre les parties de l'écriture qui ne sont que des symboles de propriété et les autres qui en elles-mêmes reflètent le contact direct, si caractéristique avec l'objet réel qu'est le papier. Les traits dont nous nous occupons peuvent être mesurés, comptés, évalués quantitativement. Nous tentons de perfectionner le procédé graphologique basé non pas sur la sensibilité, mais sur l'observation et la réflexion psychologique. Remarquons que les graphométriciens sont aussi partis de mesures objectives, d'observations chiffrées, de décomptes, de statistiques dans leur étude du trait, mais ils en ont conclu une validation des interprétations symboliques, confère chapitre 4, 5, 6. Dans le présent travail, est proposée une étude du trait d'un point de vue symbolique. La réflexion psychologique,
qui suit l'observation et qui en permet l'interprétation, est fondée essentiellement sur la théorie de l'expression de Clage. Tout mouvement, en particulier le mouvement graphique, peut se décomposer en deux parties. La première composante, représentative, tend à créer une impression sur un spectateur. L'autre, manifestation inconsciente provenant des couches plus profondes du subconscient, est directement expressive de la personnalité. L'intention plus ou moins consciente d'impressionner un public obéit au principe de l'image directrice, Lettibild, de Clage, suivant lequel tout mouvement spontané est conditionné entre autres par l'attente inconsciente de son résultat extériorisé. C'est-à-dire que le sujet choisit des éléments graphiques, dimensions, inclinaisons, formes, etc. Les choix, plus ou moins conscients, obéissent à des motivations inconscientes. Ils sont révélateurs de la personnalité sans en être une expression directe. Égard cite l'exemple de la personne triste qui veut se montrer joyeuse. Le seul fait qu'elle veuille donner l'impression de la joie de vivre est révélateur de sa personnalité sans l'exprimer. Cette théorie de l'image anticipatrice de Clage est éclairée d'un jour particulier par la théorie de la ligne directive d'Adler, qui complète la réflexion psychologique d'Égard. Le sujet recevant de l'extérieur des impressions réagit en produisant d'autres impressions. Les impressions ressenties comme inadéquates déclenchent des impressions adéquates à donner, par exemple, celui qui se sent dominé cherche à donner l'impression qu'il domine. Dès que le sujet se compare à autrui, le mécanisme de la ligne directive d'Adler entre en jeu. Tout sentiment d'infériorité déclenche des conduites destinées à compenser ce sentiment. Voici comment Égard applique ce principe à l'écriture. Il suffit d'admettre que toute tendance et tout trait de caractère accentué peuvent, en principe, au lieu d'exprimer seulement des dispositions innées ou acquises, révéler une attitude subconsciente du moi qui refuse les propriétés et tendances opposées. Appliquées à l'étude du trait, ces théories permettront une interprétation. Dans les mouvements qui produisent les traits, l'image anticipatrice de Clage est à l'œuvre. Le sujet cherche à donner à son graphisme une couleur, une consistance satisfaisante à l'œil. Mais pour leur plus grande part, les mouvements produisant le trait sont expressifs. Ils constituent une réaction immédiate, réflexe, dit Égard, aux sensations visuelles et tactiles venues de la plume ou du papier, éprouvées par le sujet avant d'écrire ou pendant qu'il écrit. Égard admet que le scripteur a envers le papier une attitude analogue à celle qu'il a à l'encontre des autres objets. Les éléments du trait et leurs interprétations. Égard voit dans le papier trois aspects, donnant chacun un type particulier d'impression qui déclenche des attitudes réflexes spécifiques. Analyser le trait, c'est déterminer ses réflexes et les combiner. Papier égale objet matériel résistant. Le papier est ressenti comme un objet matériel résistant. L'attitude à l'égard du papier est analogue à l'attitude envers les objets matériels environnants. Le sujet, face à son papier, peut avoir deux attitudes réflexes, la légèreté ou l'appui. La légèreté exprime que le sujet se laisse impressionner par les objets extérieurs. Il subit l'influence des choses, des circonstances, des personnes. La légèreté exprime une passivité, dans le sens de sensibilité réceptive. Notons que le trait de Égard A+, qualifié de appuyé et dont il est question par la suite, notamment au tableau 2, 3, 4, correspond au trait épais, celui qui provient de l'écartement de la plume, vraie pression ou d'une plume à bec large, fausse pression. Ce trait donne une impression visuelle de largeur et d'épaisseur. Par le trait épais, le scripteur résiste et s'oppose au papier. Le scripteur ressent la résistance des objets physiques et des circonstances, et il s'y oppose par un effort physique. Il aime s'imposer physiquement. Lorsque tous les traits sont épais, dans un tracé sans différence sensible entre plein et délié, sans liaison dans l'espace, il y a préférence, écrit Égard, pour le contact avec les objets réels matériels par rapport à la vie intérieure 24. Le sujet au trait appuyé épais, de Égard aime agir et agir physiquement. Ce trait traduit une attitude active plus. Papier égale surface égale champ d'action. Le papier est ressenti comme une surface, un espace à remplir, un champ d'action. À cette impression, le scripteur réagit par deux attitudes réflexes possibles qui sont, par analogie, celles qu'il a envers son milieu et son cadre de vie. Ces attitudes sont la netteté ou l'empâtement. Le trait pâteux ou trait flou de Crépieux-Jamin est un trait dont les bords sont frangés, irréguliers, s'infiltrant plus ou moins dans le papier. Le scripteur manifeste une passivité,
En face du papier, la passivité traduisant une perméabilité, un échange entre le scripteur et le papier. Le sens fondamental de l'empattement est affirmation par le sentiment, l'affectivité, de ce qui se fait sentir comme existant. Le scripteur au trait pâteux ne cherche pas à refouler la chose réelle comme par la pression. Il ne cherche pas à l'intérioriser comme dans le trait léger. Il ne lui oppose pas son indépendance comme dans le trait net, il l'affirme tel qu'il est. Le trait pâteux est une réceptivité affective aux faits et aux êtres. Le trait pâteux à gauche traduirait une sensibilité particulière aux circonstances et aux affections du passé. Le trait pâteux à droite exprimerait une perception affective immédiate de l'environnement et des autres dans la vie sociale. Par le trait net, c'est-à-dire au bord lisse, sans irrégularité, le scripteur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.